Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Retour donc dans ce studio tel que nous vous l'avons annoncé. Nous parlons justement de l'indépendance, la dernière de la semaine, entièrement consacrée à la fête nationale de Guinée ce 2 octobre 2020. La Guinée a 62 ans, mais quand il atterrit en Guinée pour la dernière fois, le général français Charles de Gaulle n'imagine que trop mal l'issue des événements. Devant lui, un Ahmed Sékou Touré déterminé, vêtu de son blanc légendaire et juché derrière son pupitre, lâche alors la phrase qui, tout en entrant dans l'histoire, va sceller le sort de la jeune nation libre. L'indépendance proclamée ce 2 octobre 1958 propulse alors le territoire des rivières du Sud à l'avant-garde des luttes d'indépendance en Afrique francophone et en Afrique tout court. La Guinée libre célèbre donc aujourd'hui 62 ans de république indépendante et l'on se pose naturellement les questions de parcours. Tout à l'heure, vous avez suivi le professeur Bonata Dieng qui revenait sur cette histoire-là, cette belle histoire, cette glorieuse histoire de Guinée où plusieurs acteurs se sont mêlés pour faire aboutir justement le projet d'indépendance de la République de Guinée. Mais quel bilan peut-on en dresser 62 ans après? Quels sont les espoirs? Mais aussi et surtout, quelles sont les menaces à la réalisation de cette liberté? Tout à l'heure et maintenant, ce sera Monsieur Fasseli de Mara. Il est journaliste, mais aussi écrivain, un de nos doyens. Bien à entendre, nous l'aurons au bout d'un moment, bien entendu, après lecture de vos réactions. Et l'on commence avec le peuple frustré qui nous écrit. Il dit Ahmed Sékou Touré, il faut le dire, n'était pas forcément exempt de tout reproche, mais il fut cet homme charismatique qui mena la Guinée à l'indépendance. Il y a eu beaucoup de bavures, c'est vrai, mais il est important de déconstruire certaines idées saugrenues, nous écrit peuple frustré. Et puis Alimou Diallo nous écrit également, bonjour les GG, je souhaite bonne fête du 2 octobre 2020 à tous les Guinéens. Il faut que l'État reconsidère cette date parce que l'histoire de Guinée vient de là, nous écrit Alimou Dieng. Bonne fête à vous Alimou. Et puis Barry Diop nous écrit également, bonjour les GG, l'ancienne colonie française avait voté non lors du référendum organisé le 28 septembre de 1958, ouvrant la voie à un vent d'indépendance dans la sous-région. La seule chose que je déplore, pourquoi cette indépendance n'est pas célébrée régulièrement? Eh bien, mon cher Barry Diop, c'est aussi la grande question que nous nous posons. Et puis DTS qui nous écrit bonjour les GG, à mon avis, la Guinée doit fêter cette fête avec une tête baissée parce qu'on a été les premiers à demander l'indépendance, bien sûr en zone africaine francophone. De la même façon, on doit être les premiers à le regretter car depuis 58, on n'arrive plus à nous retrouver avec les leaders qui se sont succédés. Merci DTS, bonne fête à toi. Raoul nous écrit également bonjour Tamba, bonjour à toute l'équipe. Ce pays a un passé glorieux, un présent compliqué, un futur incertain. Bonne fête de l'indépendance à tous les Guinéens d'ici et d'ailleurs. Independence Day. Bravo, merci à Raoul pour cette réaction. Celui qui dit qu'on a agi tôt, dites-lui de passer un mois de travaux forcés sous les coups de fouet de midi. Le bon sens voudrait d'avoir pitié de nos parents qui en ont péri, une chose à l'indépendance, mais l'autre, qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien Lucien d'Afrique qui nous a envoyé ce message. Et puis, Maurice Kourouma nous écrit également, il dit au peuple de Guinée, soyons des citoyens avant d'être des militants, soyons responsables et majeurs pour être manipulés, nous sommes des responsables et surtout majeurs pour être manipulés par des politiques. Acceptons, nous, dans nos différences, nos différentes positions et opinions, tolérons-nous, acceptons le vivre ensemble. Bonne fête d'indépendance, et bien à vous aussi, bonne fête. Et puis on va prendre le tout dernier sur cette première plateforme. Bonjour Tamba, c'est Hamid le Guinéen qui nous écrit « Notre pays doit assumer sa double facette de l'histoire glorieuse
et douloureuse et aller de l'avant. Après 62 ans d'indépendance, on ne devrait plus rester dans l'ornière. Ce pays manque de tout. Bonne fête d'indépendance. Eh bien, à vous aussi, mon cher Hamid le Guinéen. Bonne fête à vous. Et puis, celui-ci, il est envahissant, invasif même, j'ai envie de dire. Bonjour, mon cher Tamba, c'est Abdul Karim Mouloba. Nous devons être fiers de notre indépendance en traçant une nouvelle voie, souffrir et se sacrifier pour la fortifier et bâtir une nouvelle république dans la justice, le travail et la bonne gouvernance. Bonne fête d'indépendance à tout le peuple de Guinée. Bonne fête à vous, Abdul Karim Mouloba. Et puis l'autre inconditionnel, Arfa Moussa Makadiabi, bonjour Tambay à toute l'équipe. C'est avec beaucoup d'indignation que je vois Souleymane Condé sur le plateau des Grandes Gueules. Après, non. Ah ben voilà. Bonjour, voilà, il dit bonjour Lamine et à toute l'équipe. Bonne fête à toute la Guinée. Bonne fête à Adafo Média et à Lamine Guérassi. Bonne fête au président de la République. Vive la paix. Merci notre cher Arfa Moussa Makadiabi, vive la paix. Il faut le scander, mais il faut surtout la créer, la condition de la paix. Merci en tout cas pour cette réaction. Et puis Poulo Toro Linsan dit bonjour à toute l'équipe. Nous avons chanté en 62 ans justice, solidarité, qui ne répondent presque pas à l'attente du peuple de Guinée à cause de la mauvaise foi de nos dirigeants. Par ailleurs, bonne fête d'indépendance à tout le peuple de Guinée, malgré la cherté de la vie. Encore, l'espoir est permis avec bientôt la nouvelle équipe. On espère en tout cas que l'espoir puisse se concrétiser. Et puis on va terminer avec vous. C'est bien Intime Diaby, l'enfant de Kourou, qui nous écrit « Tamba, puisse notre pays continuer sa marche glorieuse vers son développement dans la cohésion, la paix et l'amour fraternel, malgré nos divergences de tout genre. Soyons unis. » C'est bien l'enfant de Kourou qui nous a écrit. Merci en tout cas pour ces réactions. Et puis, forcément, on va prendre ce dernier-là. Il dit, c'est Abou Poutine Banco qui nous dit « Bonne fête, ma Guinée, dans la convivialité ». Et l'on va donc revenir ici à ce studio, à nos chroniqueurs, mais surtout à notre invité, Monsieur Marat. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à cette grande invitation de ce vendredi 2 octobre 2020. Avec vous, Diba, on va encore poursuivre cette interview. Voilà, avant de parler de ce bilan et cette projection, on va revenir un peu sur cette journée historique du 2 octobre 1958. Mais bien avant, on parlait avec l'historien tout à l'heure, l'arrivée de De Gaulle ici le 25 août 58. Dites-nous comment les mentalités ont été préparées pour amener les Guinéens à aller vers le non, cette ambiance et ce travail de terrain qui a été effectué non seulement par les intellectuels, mais également par toute la société guinéenne. Moi, j'ai bien envie de lui demander quel âge il avait à l'époque. Ah. Moi, je suis fils de militaire et nous étions à quelle année? Je crois que j'avais 7 ans. 7 ans. Ouais. Parce que je me souviens encore, je revois un détachement de militaires français derrière lesquels nous courions parce qu'on n'avait jamais vu un si grand nombre de blancs. Et puis, mon père, moi, m'avait dit, il faut être très prudent. Si quelqu'un te jette un caillou, tu prends la fuite. Ne prends pas le caillou pour le jeter. D'accord. Je me rappelle parfaitement bien de ce moment. Mon papa était dans la caserne. Et je pense le soir, ils ont eu une soirée très arrosée. D'accord. C'est ce que je veux dire. À 7 ans, pardon, Diba, on va revenir à votre question. À 7 ans, est-ce qu'on sent ça? Est-ce que vous avez pu sentir que quelque chose se passait pour votre pays? Moi, je voyais une fête tout simplement, mais je ne pouvais pas expliquer de quoi il s'agissait exactement. C'est quand on est rentré à l'école avec les cours d'instruction civique, les changements de drapeau, que on a commencé à dire, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc, disons que c'est aussi l'année de votre scolarité. Oui. Votre scolarisation. Oui, effectivement. Et justement, je parlais de ce travail de terrain qui a été effectué pour préparer non seulement les mentalités, les Guinéens à aller vers ce nom. Est-ce que vous, je ne dirais pas vous souvenez, mais à titre de témoignage, comment avez-vous vécu tout cela? Et sur le temps, vous avez appris beaucoup de choses sur cette histoire. C'est ça, je voulais rebondir sur le dernier passage. Ce qu'on a appris. Je ne connais pas actuellement les programmes d'histoire, de philosophie dans les écoles, mais nous, notre génération, ça nous a été beaucoup enseigné, bien sûr avec certaines faiblesses. Mais ça nous a été beaucoup enseigné, l'instruction civique,
la signification du drapeau, la signification de l'hymne national. Donc, je crois que le PDG a eu le mérite d'aller vers le peuple. Et en tant que communicateur, il y a un instrument que le PDG a utilisé, c'est la langue nationale. C'est la langue nationale, parce que vous savez, à l'époque, il y avait des intellectuels acculturés, donc qui pensaient que tout doit être dit en français. Quand vous ne savez pas parler français, vous n'étiez pas un intellectuel, vous ne connaissez rien. Par contre, le PDG, lui, il a fortement utilisé les langues nationales pour s'implanter au niveau des masses populaires. Aujourd'hui, soyez libres, hein, les gars, aujourd'hui, cette histoire de ce programme sur les langues, il n'est pas perçu de la même façon. Certains soutiennent que c'est à cause de l'introduction des langues nationales, chacun étudie dans sa langue, que nous sommes arrivés à ce niveau où la nation guinéenne peine à se construire, les relents identitaires se solidifient, se consolident du fait de ces langues. C'est pas votre avis? Non, pas du tout. D'accord. Actuellement, la Guinée a eu le mérite de faire des langues nationales, des langues d'enseignement. Et je me souviens que Matar Mbo, qui fut le secrétaire général de l'UNESCO, est venu en Guinée ici, et l'UNESCO a apprécié le fond. Mais il y a eu probablement des erreurs dans la forme. La Guinée a eu tellement raison qu'aujourd'hui, on considère qu'un enfant, pour être au top, doit commencer l'enseignement par sa langue nationale. D'accord. Mais c'est pas une langue la langue ne divise pas, au contraire, elle unit. D'accord. Moi, c'est mon point de vue. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste. Il y a donc les langues qui vont être utilisées. Parlez-nous du rôle que le seul média qui existait à l'époque a pu jouer dans la préparation de ces mentalités. Je crois on était encore à l'époque où on avait une radio plutôt coloniale, et c'est elle qui devrait être utilisée pour toucher les masses, pour, n'est-ce pas, les convaincre à aller vers l'indépendance. Non, je crois que si vous lisez certains livres qui ont été publiés sur l'évolution de la radio en Guinée, dans notre pays, écrit par d'autres journalistes, et nous, par exemple, dans une étude de programme quand j'étais aux Nations Unies, nous avons fait une étude liée au programme CAP pour le développement de la presse nationale. L'évolution de la presse guinéenne a été une évolution assez lente. Elle n'a pas été vertigineuse du tout. On parle de la radio Banane, qui avait un programme exclusif sur le déplacement des bateaux, l'exportation banane, et puis jusqu'à la voix de la Révolution. En fait, la voix de la Révolution était une radio extrêmement puissante. Nous étions entendus jusqu'aux Zaïre de Mobutu, et c'était une radio mise au service de l'idéologie du moment. Et cela se comprend. De telle façon, les journalistes guinéens étaient très connus à l'extérieur. Mais comment ça se fait? Parce que vous faites bien de préciser ça, parce qu'aujourd'hui, la RTG, j'ai encore en mémoire ces moments où on capte difficilement, il y a telle difficulté. Comment on explique ce recul d'une radio extrêmement puissante, suivie, parce que j'entends aussi le témoignage de mon père qui raconte comment, même sans entendre français, on écoutait Sékou Touré dans son poste récepteur. Comment est-ce qu'on fait pour reculer? Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, avant de répondre à ça, le président Bago a dit ici que lorsqu'ils étaient étudiants, ils vivaient des discours du président Sékou Touré. Toute l'Afrique de l'Ouest, pratiquement, vivait de ces discours parce que, quoi qu'on dise, c'était un homme charismatique, un grand tribun. On avait beaucoup de plaisir à l'écouter. Beaucoup de plaisir. Il avait le geste, le ton, les phrases, tout était adéquat dans sa façon de parler. Maintenant, pour parler de ce que... Vous n'avez pas utilisé le mot, mais du déclin, je crois qu'il faut faire venir les amis de la RTG pour qu'ils vous expliquent. Bon, d'accord. Très prudent. En tout cas, on pose ces questions
qu'est-ce qu'on a fait de nos indépendances? C'est une des questions que nous tentons de répondre ce matin. Mais aussi, est-ce qu'il y a des espoirs par rapport à la matérialisation, à la réalisation de cet idéal de liberté et d'indépendance? Quelles sont les menaces? Si oui, 62 ans après, toutes ces questions, on poursuit l'interview avec vous, Moussa Yeroba, avec notre invité, je rappelle, Fassili Demara, journaliste, écrivain aujourd'hui. J'aime bien la formulation « Qu'est-ce qu'on a fait de notre indépendance ?» Tamba, et je vais poser la question au doyen. Il y a eu cette synergie d'action pour dire non comme on appelle, aux colons français. Il y a eu cette solidarité entre les Guinéens, mais 10 ans, on nous a appris 10 ans plus tard, il y a eu cette sorte de déclin, ce durcissement du président Ahmed Sékou Touré et cette course aux comploteurs ou aux soi-disant comploteurs. La chasse aux complots. La chasse, une sorte de chasse aux sorcières, ce qui fait qu'on a perdu beaucoup de Guinéens. Les jeunes générations ont envie de savoir comment vous avez vécu cela et quelle explication vous a-t-on réellement apporté à l'époque? Vous savez, que ce soit en Guinée ou dans n'importe quel pays, tout système politique a ce que j'appelle ses ténèbres et ses lumières. Tout système politique, quel que soit le pays. Donc, avec l'évolution disons, avec le nom du 28 septembre, il faut reconnaître que la France n'est pas restée tout à fait neutre. D'accord. Le général de Gaulle a été très clair. Moi, je suis fils de militaire. Quand un militaire vous dit je vous donne l'indépendance, prenez-la, mais les conséquences, vous en tirerez. C'est très clair. Un chef militaire vous dit ça, parce qu'il ne va pas croiser les bras. Il va créer toutes les difficultés possibles pour démontrer que vous avez eu tort de prendre l'indépendance. Pardon, qu'est-ce qu'on ne sait pas parce qu'on a lu, les livres disent beaucoup de choses, mais on sait que les livres ne disent pas tout. Qu'est-ce que le général de Gaulle a dû faire que vous savez, par exemple, avec l'évolution que vous avez eue, qui ne figure par exemple pas dans les livres? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre d'autre? Non. Tout ce qu'on va vous dire, c'est dans les livres. C'est dans les livres. Et dans les témoignages que certains acteurs ont vécu, mais qui n'ont pas écrit. Djiba. Justement, lorsque vous disiez que De Gaulle avait dit les conséquences et vous en tirerez, d'aucuns parlaient du complot des amis de la France, parce que des historiens disent qu'il y a eu environ 6 complots, le complot des amis de la France. Est-ce qu'il y avait ce qu'on appelle le cheval de Troie? Est-ce que vous pouvez dire que la France est passée par des fils du pays pour déstabiliser le régime de Condé? Oui, c'est clair, il y en a eu. Il y en a eu. Quand vous lisez des livres écrits par des confrères journalistes, je cite un seul, La Piscine, par exemple, il nomme certains Guinéens qui effectivement ont pactisé avec le diable, avec le colonialisme français. Et ça existe. Donc notre histoire, il faut l'aborder avec beaucoup d'esprit d'ouverture, sans haine, sans passion, sans qu'on ne nous en sortirons pas. Et vous lâchez le mot, sans haine, sans passion, Moussa Yero? Justement, sans haine, sans passion, pour ces parents de victimes ne peuvent pas voir la situation de cette façon. Exactement. N'est-ce pas? Est-ce que, à part les vrais complots là dont on a parlé, y en a-t-il de faux? A-t-on inventé des histoires? À votre avis, c'est juste votre analyse, pour mettre en prison des gens sans les juger, sans qu'il y ait une justice véritable? Vous savez, moi, je n'aime pas trop parler du fait s'il y a eu complot ou pas. Moi, ce qui m'importe, c'est la manière dont la Révolution a traité certains de ses enfants, quelque part, que moi j'ai appelé le 6e continent. Mais est-ce qu'il y a eu complot ou pas? C'est une discussion, c'est comme de la poule et de l'œuf, quelle est la donnée première. Ce qui est évident, on a vu des cas où il y a eu une manifestation de la violence. Je prends l'agression du 22 novembre 1970. Ça, c'est une réalité. Tidiane qui s'est jeté sur Sékou Touré à Koléa devant tout le monde, ça, c'est une réalité. Et quoi encore? Vous parlez de 6, mais il faut compter une 13aine. Oui, absolument, c'est beaucoup plus que... Voilà. Mais alors, j'ai envie de dire, doyen, un cas précis. On a parlé de complot,
ça a été particulièrement documenté. Chaque fois qu'on parle d'indépendance en Guinée, le cas Diallotelli, par exemple, c'est très évocateur. Vous, c'est quoi votre opinion sur tout ça? Complot ou pas complot? Les grandes gueules. J'aborde le sujet sous un angle journalistique. Oui, allez-y. Il y a deux options. Il y en a qui disent c'est un comploteur. D'autres disent non, il n'a jamais été un comploteur, il a été victime d'un complot. Mais ce qui est sûr, je pense que nous aurions pu traiter autrement nos intellectuels. Je suis d'accord. Mon cher Jacques? Alors, on va quand même revenir sur ce bilan politique de Sékou Touré, la Première République, qui était plutôt un régime socialiste, révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il a eu comme bilan positif? On sait que c'était le parti unique. En termes de retombées, qu'est-ce qu'on peut noter de 58 à 84? Bon, je l'ai dit, il y a eu des acquis. Il y a eu beaucoup d'acquis sur le plan, par exemple, de l'éducation. Moi, je suis resté, je ne connais pas vos parents, mais moi, j'étais fils de militaire, mon papa était bien payé, nous logions dans une maison en tôle, je portais des chaussures en 58, on comptait du bout des doigts ce qui portait les chaussures. Ah, c'est important de dire ça. J'étais un enfant aisé, privilégié. Mon père était avec les Français, tout ça. Donc, l'école, pour moi, c'était une obligation. Par contre, il y en a d'autres, fils de paysans, de ceci, cela, qui ne pouvaient jamais aller à l'école. Qui ne pouvaient jamais aller à l'école. Sur ce plan-là, le PDG a réussi à mettre tout le monde à l'école. Aujourd'hui, je connais des hauts cadres ici, dont les parents étaient des pauvres, qui ne mangeaient pas 3 fois par jour, mais qui ont pu aller à l'école, qui sont devenus universitaires, qui ont eu la profession. C'est un acquis. Maintenant, est-ce que l'enseignement, comment était la qualité de l'enseignement autre, je ne veux pas rentrer dans ça. De toute façon, moi, je suis un produit de cette école. Bien que j'ai étudié à l'extérieur, mais j'étais un produit. Alors, de la manière dont vous allez me juger, sur le plan intellectuel, c'est de cette manière qu'il faut juger la qualité de l'enseignement d'alors. Oui, mais... par comparaison, vous connaissez le système éducatif aujourd'hui. C'est un exemple que je donne dans le cadre de l'éducation, la gratuité de l'enseignement. Ça a permis d'avoir beaucoup d'intellectuels. Quand Sékou mourait, je suis bien placé pour le dire, on avait 12 000 ingénieurs agronomes. 12 000. 12 000 ingénieurs agronomes, c'est-à-dire plus d'ingénieurs agronomes que toute l'Afrique réunie. La Guinée. Donc, Comment comprendre cette dégradation quand même du système aujourd'hui? Pratiquement, le niveau est tellement bas qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé à votre avis. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui par rapport à l'époque où quand même le minimum était là. Vous pouvez voir quelqu'un qui a étudié jusqu'en 6e année, qui peut s'arrêter là et qui peut avoir un niveau pratiquement supérieur à quelqu'un qui fait l'université aujourd'hui. Il y a un exemple à ce titre très évocateur. Vous connaissez ma famille, vous connaissez mon père. Il n'a pas eu le CEP. Il ne l'a pas eu. Mais aujourd'hui, il dirige un institut qui forme des hommes d'université. Oui, il y a plusieurs raisons à ça. Mais il faut les mettre dans le vocable vogue. C'est un problème de gouvernance. Aujourd'hui, l'éducation. Quand on regarde la Guinée sous Sékou Touré, cette organisation administrative, cette organisation sociale, et qu'on regarde cette Guinée d'aujourd'hui qui n'a ni base sociale ni base administrative, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Où on a loupé le coche? Vous savez, les contextes sont totalement différents. Il est beaucoup plus facile de diriger son enfant en utilisant le fouet que de le diriger à travers la discussion. Les contextes sont totalement différents. Le contexte d'alors, c'était le parti unique, l'unicité de pensée, l'unicité d'action, etc. Mais aujourd'hui, c'est le multipartisme total. Dans votre émission, pourquoi on aime votre émission, c'est parce qu'il y a des idées différentes qui évoluent ici. Il y en a qui disent que c'est rouge, d'autres disent non, c'est bleu, et puis sans discussion absolument rien. Donc quand le contexte diffère, tout ce qui est à l'intérieur du contexte change tout de suite. D'accord. Est-ce que, parce que c'était une économie planifiée avec Sékou Touré,
On est venu avec Lansana Conté dans une économie libérale. Il y a des observateurs qui disent qu'on s'est retrouvé dans un système politique et économique qu'on ne maîtrisait pas, ce qui pourrait expliquer en amont, disons, cet échec, cette rupture fréquente. Oui, ça peut être. Parce que moi je dis que ceux qui ont rédigé le discours du 22 décembre 1985 étaient les ennemis connus et reconnus du système révolutionnaire. Je ne veux pas dire le nom de personne ici, mais j'étais assez bien placé quand même. Pour le savoir. Parce que c'est moi qui animais le programme de soutien à la réforme. Mais ils n'ont pas agi en homme d'État, ils ont agi en haineux. C'est un peu le malheur de notre pays. Mais le cycle Et vous voulez de tout la les haine, mettre en cause. Oui. C'est important. On a l'impression, justement, on Ce a dont il l'impression parle. que aujourd'hui ça se répète. Vous êtes là, vous faites ce que vous voulez. Les autres se tiennent en embuscade. Quand ce sera leur tour, ils vous feront la revanche. Ainsi de suite, jusqu'à maintenant, Moussa Hiro. Oui, moi j'aimerais bien, parce qu'il dit qu'ils n'ont pas agi en homme d'État, mais plutôt un ennemi de la République. C'était quoi réellement les jeunes générations? Un haineux, justement. Un haineux. C'était quoi le contenu de leur message, essentiellement? Vous savez, pendant des années, un pays a vécu un système politique qui a eu ses acquis, qui a eu ses déboires. Je parlais de l'éducation, mais il y a toutes ces usines qui ont été réalisées dans notre pays. Il y a ces routes, il y a ces petits barrages qui ont été, notamment le barrage de Pita, d'Abola, quoi encore, la formation à l'extérieur, parce qu'actuellement vous vous battez pour avoir du travail. Nous nous battions pour dire je ne vais pas recourir, je préfère aller loin, etc. Non, je ne veux pas aller en RDA, je préfère aller à Cuba. Non, je ne vais pas à Cuba, je préfère aller à Mauritanie. Je ne veux pas dire Mauritanie, au Maroc par exemple. Oui, mais pour ça, est-ce que c'était pas aussi, au-delà des programmes, de la planification, de la qualité de la gouvernance, est-ce que c'était pas la démographie qui s'y prêtait? Non, le contexte. Parce que quand on parle de l'histoire de la Guinée, il faut voir son évolution. La période antécoloniale, la période coloniale, la période post-coloniale. La période post-coloniale est marquée par plusieurs étapes. Il y a l'étape de la Révolution, qui va pratiquement de 60, de novembre, lorsqu'il y a eu, comment on appelait ça, la suppression du commerce, jusqu'en 84, le coup d'État de Lansana Conté, les transitions. On nous fait signe que le son n'est pas très audible côté télévision. Jacques, vous pouvez aider à rapprocher un peu le micro. Voilà. Ça, oui, c'est le technicien de travailler. C'est probablement du fait du masque. Est-ce que on peut peut-être dire qu'il y a eu cette politique de table rase, c'est-à-dire que vous venez, vous niez tout ce que l'autre a fait et puis vous faites une table rase. Oui. Parce que même ceux qui sont venus après, qui ont pris le pouvoir après ces coups, aussi bien du côté militaire que du côté civil, c'est la politique de la table rase. C'est pourquoi je dis qu'ils n'ont pas été des hommes d'État. Ils n'étaient pas préparés. Les militaires qui ont pris le pouvoir, ils n'étaient pas du tout préparés pour diriger un État. Allez-y. Oui, allez-y. Alors, on est très très pris par le temps. Vous voyez bien la gymnastique qui se mène. Moi, Moussa Hiro, allez-y. Non, moi j'ai envie de savoir quelles peuvent être les notes d'espoir, parce que avec ce que nous avons vécu, on a parlé du coup d'État de Lansana Conté, nous savons ce qui s'est passé en 85 avec les violences, après les violences du Camboiro, les violences de 85. Et la suite, nous l'avons connue, 2006-2007 en Guinée, 2009, 28 septembre 2009. Et quelles peuvent être les notes d'espoir? Comment sortir de cette violence? Ça, c'est une sorte de barbarie que l'on a entretenue. Les Guinéens, en fait, cette violence a fait de sorte qu'il y a eu tellement de frustration, tellement de sang versé. Quelles peuvent être les notes d'espoir pour ce pays? Comment en sortir? Violence, si vous permettez, on va compléter. Ça va être la dernière question de cette interview. C'est violence cyclique, comme le dit Moussa Hiro. Quels espoirs?
mais aussi c'est quoi aujourd'hui les menaces? Vous qui avez vécu cette première, vous qui connaissez mieux cette histoire politique, quelles sont les grandes menaces que vous voyez planer sur la tête de la Guinée? Et puis peut-être vous allez nous dire, est-ce qu'on peut parler d'une histoire de l'indépendance guinéenne ou des histoires de l'indépendance guinéenne? On peut parler d'histoire politique ou des histoires politiques. Pour l'indépendance, le choix, par exemple, que nous avons fait le 2 octobre, il n'y a pas une date aussi consensuelle que le choix du 2 octobre. Je ne connais pas un seul Guinéen qui regrette ce choix. D'accord. Je ne le connais pas. Donc c'est un consensus. Mais la violence fait partie, malheureusement, de notre histoire. De notre histoire, on l'a toujours vécu. Et j'ai même participé à l'élaboration d'un livre, Mémoire collective, où on essaye de dessiner ça. Mais je pense qu'on peut espérer. Le simple fait que la nouvelle génération soit consciente de l'existence de la violence comme instrument dans l'évolution de notre pays, peut-être peut nous amener à avoir des stratégies adéquates pour faire espérer la population. Mais moi, je suis un Guinéen optimiste éternel. Alors la question, est-ce qu'on peut parler d'une histoire politique de la Guinée ou des histoires politiques de la Guinée? Ça dépend. Du fait qu'il y ait des bourreaux, des victimes, tout ce que vous savez. Ça dépend. Moi, je crois qu'il faut mettre toujours les deux ensemble. Le côté sombre, le côté ténèbres, le côté lumière. Mais arriver à créer un Guinéen qui reconnaisse qu'il y a eu des ténèbres, qu'il y a eu des lumières. Mais exclure le Guinéen qui dit qu'il n'y a eu que ténèbres et le Guinéen qui dit qu'il n'y a eu que lumière. J'opte pour la création du Guinéen qui dit oui, en Guinée, il y a ténèbres et lumière. Et elle n'est pas parasitée, cette histoire-là, si elle est racontée par un tel ou un tel autre? Ah, mais bien sûr. Est-ce qu'on n'y met pas finalement bien sûr, ses propres... Ceux qui sont du côté de la lumière pensent que tout a été beau. Ceux qui sont du côté des ténèbres pensent que tout a été mauvais. Alors, moi, je veux du Guinéen qui dise, oui, il y a eu des ténèbres, mais il y a eu des lumières aussi. Non, il y a eu des lumières, mais il y a eu des ténèbres aussi. Qu'on ait le courage de reconnaître les deux et ne pas s'appesantir sur un seul côté. Une histoire qu'il faut reconnaître, une histoire qu'il faut assumer, avec ses beautés, mais aussi avec ses laideurs. C'était donc les mots ainsi résumés de Fasseli Mara. Fasseli Mara est journaliste et écrivain. Fasseli 2, me précise-t-il, et écrivain et journaliste, un de nos doyens, nos grands doyens. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce matin. Merci à vous. Voilà, Alphonse, Jacques, Moussaïro, Djiba, merci. Merci de t'être disponibilisé. Merci. Parfait. Voilà, c'est comme ça que nous allons clore portes et fenêtres de cette semaine-là. Ça va être donc la dernière, disons lundi. Lundi dès 9h, vous trouverez le turbo aux commandes. Ce sera Lamine Guérassi. Merci à Amadousso derrière moi pour toute cette technicité. Et puis en régie, Cabinet Condé qui est revenu. Au-delà de Cabinet, Mamoudou Condé également et tous les autres qui nous aident à nous faire entendre et à nous faire voir. Merci à chacun et bonne fête chez vous.